Elle se retrouva instantanément sur le trottoir humide de 1954. La pluie tombait maintenant avec force. Elle chercha désespérément du regard la silhouette du gardien. « Monsieur Luang » cria-t-elle par-dessus le bruit de l'averse. « Monsieur Luang » Un homme surgit de l'ombre de l'Institut. C'était lui. Il paraissait plus vieux de quelques années, ou peut-être était-ce seulement l'effet de la pluie. Il tenait une lanterne à la main et semblait chercher l'origine de la voix. « Qui est là » demanda-t-il, la main sur son front pour se protéger de l'eau. « C'est moi, Guyet. La femme de l'autre soir. Avez-vous trouvé quelque chose? Un badge en forme de lotus? » Le visage de Luang s'éclaira d'une compréhension soudaine. « Ah, la demoiselle de province. Oui, je l'ai gardée. Je savais que vous reviendriez. C'est un objet bien étrange, il n'a pas cessé de vibrer dans ma poche depuis 1 heure. » Il fouilla dans sa veste et en sortit le badge en laiton. Il brillait d'une lueur verte intense, pulsant au rythme de la porte qui se trouvait derrière Guyet. « Prenez-le vite, dit Luang en lui tendant l'objet. Les camions arrivent. Ils évacuent tout. Le docteur Locke est parti ce matin, il m'a dit de vous dire que la collection est en sécurité à l'endroit indiqué par le registre. » Guyet saisit le badge. Au moment où ses doigts effleurèrent le métal froid, une décharge électrique lui parcourut le bras. Elle sentit la porte derrière elle commencer à se refermer prématurément. « Merci, monsieur Luang. Vous avez sauvé bien plus qu'un simple badge. Partez, mon enfant. » cria le vieil homme. « Ne regardez pas en arrière. » Guyet se jeta à nouveau dans le tunnel de lumière. Cette fois, le voyage fut violent. Elle eut l'impression d'être broyée par des mains invisibles, le temps se pliant autour d'elle comme une étoffe déchirée. Elle atterrit lourdement sur le sol du sous-sol de 2024, juste au moment où le résonateur du professeur en explosait dans un nuage de fumée blanche. Le silence retomba brusquement. Le mur était redevenu du béton gris, mais cette fois, Guyet tenait fermement le badge en lotus dans sa main droite. Elle était revenue. Et elle possédait enfin l'unité perdue. Mais alors qu'elle reprenait son souffle, elle remarqua un détail qui la glaça de terreur. Sur le sol, à côté des débris du résonateur, se trouvait un journal de Hanoï. Elle le ramassa. La date en première page n'était pas celle de son départ. Elle n'était pas revenue le samedi soir de 2024. Le journal indiquait le lundi 12 octobre 2026. Elle avait disparu pendant 2 ans. Chapitre 6 – Les échos du silence. La poussière de l'explosion retombait doucement, mais le silence qui s'installa dans le sous-sol de la bibliothèque n'avait rien d'apaisant. Il était lourd, accusateur, comme si chaque particule d'air savait que Guyet n'appartenait plus à ce moment précis de l'histoire. Elle resta assise sur le sol froid, le journal froissé entre ses mains. 12 octobre 2026. Les mots semblaient danser devant ses yeux fatigués. Comment était-ce possible? Hélène avait passé que quelques minutes dans le passé, le temps de récupérer le badge auprès de M. Luang. Elle se souvint des paroles du professeur sur l'instabilité du continuum. Le saut avait été forcé, le résonateur avait brûlé les étapes, et en chemin, elle avait perdu 2 années de sa vie. Elle se releva avec difficulté, ses muscles étant douloureusement contractés. Elle rangea le badge en lotus dans sa poche, le sentant encore tiède, comme un cœur qui bat. Elle devait sortir de là. Elle devait comprendre ce qui s'était passé durant son absence. En remontant les escaliers, Guyet remarqua des changements subtils. Les murs de la bibliothèque avaient été repeints d'une couleur crème plus moderne. De nouvelles bornes numériques remplaçaient les vieux bureaux de bois où elle avait travaillé pendant 10 ans. Elle atteignit le hall principal et s'arrêta net. Une grande affiche commémorative était accrochée près de l'entrée. On y voyait son propre visage, une photo des identités professionnelles un peu rigides, entourée d'un cadre noir. En dessous, on pouvait lire « En mémoire de Guyet, archiviste dévoué, disparu en service le 9 octobre 2024. Votre silence nous manque.
Une sensation de vertige la submergea. Pour le monde entier, elle était morte ou disparue à jamais. Elle n'était plus qu'une ligne dans les registres qu'elle aimait enclasser. Elle sortit dans la rue. Hanoï en 2020 si elle n'était pas radicalement différente, mais elle semblait plus rapide, plus lumineuse. Les voitures électriques glissaient silencieusement sur l'asphalte, et les gens semblaient encore plus absorbés par leurs écrans holographiques. Guyet se dirigea vers la maison du professeur Han. C'était son seul espoir. Elle traversa le quartier de Théo, craignant à chaque instant d'être reconnue par un ancien collègue. Arrivée devant le portail en fer forgé, elle vit que la vigne avait presque entièrement recouvert la façade. La maison semblait abandonnée. Elle frappa à la porte, un coup, 2 coups, 3 coups. Rien? Elle insista. Enfin, une voix faible et méfiante s'éleva de l'intérieur. Qui est là? Je n'attends personne. Partez. Professeur Han, c'est moi. C'est Guyet. Un long silence suivit. Puis, on entendit le bruit de plusieurs verrous que l'on tirait. La porte s'ouvrit d'un entrebâillement, révélant un homme encore plus frêle qu'auparavant. Ses cheveux étaient d'une blancheur de neige et ses mains tremblaient violemment. Guyet? Murmura-t-il, ses yeux s'écarquillant de terreur. C'est un fantôme. Le temps se moque de moi. Ce n'est pas un fantôme, professeur. Touchez ma main. Je suis réel. Le résonateur. Il a fonctionné, mais il aime à jeter trop loin. Le vieil homme saisit son bras avec une force surprenante. Il l'entraîna à l'intérieur et referma précipitamment la porte. Le salon était un chaos de documents jaunis et de tasses de thé vides. 2 ans, Guyet. 2 ans que je cherche à corriger cette erreur. J'y ai cru que je t'avais tué. J'y ai cru que la vibration t'avait désintégré dans le néant. Il s'assit lourdement dans son fauteuil. J'y ai continué les recherches, dit-il en désignant une pile de cahiers. J'y ai compris trop tard. La formule de CM. Elle n'était pas seulement incomplète, elle était un piège. La porte numéro 7 ne mène pas seulement à un autre lieu, elle exige un tribut temporel si on ne possède pas l'unité au moment du passage. Je l'ai, professeur, dit-elle en sortant le badge. Monsieur Luang me l'a donné. En regarda l'objet avec une sorte de révérence religieuse. Le badge brillait maintenant d'une lumière douce et constante. C'est magnifique, murmura-t-il. Mais le prix a été élevé. Tu n'as plus de travail, plus d'identité légale. Tu es une anomalie dans le système. Guyet s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin sauvage. L'archiviste que j'y étais est morte en 2024, dit-elle d'une voix calme. Mais la femme qui se tient devant vous a enfin compris la leçon de sa grand-mère. L'histoire n'est pas quelque chose que l'on classe dans des boîtes. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on protège. Elle se tourna vers lui. Nous devons retourner à la bibliothèque. Pas pour revenir en arrière, mais pour terminer le travail du docteur Locke. La collection qu'il a cachée. Luang m'a dit qu'elle était en sécurité. Le registre contient l'emplacement exact. Le professeur se redressa, une nouvelle étincelle de vie dans le regard. Tu as raison. Si nous pouvons trouver la collection, nous pourrons peut-être stabiliser la brèche définitivement. Mais nous devons faire vite. La bibliothèque va être rénovée le mois prochain. Ils vont détruire le mur de béton pour installer un nouvel ascenseur. Guyet serra le badge dans sa main. Alors nous avons 3 semaines pour devenir des ombres et récupérer la vérité. Chapitre 7. Le manuscrit de l'invisible. La mission de Guyet était devenue une course contre le progrès technique. Durant les jours qui suivirent, elle vécut recluse dans la maison du professeur Han, étudiant les notes du docteur Locke avec une intensité presque mystique. Elle apprit à se déplacer dans Hanoï comme une fugitive, utilisant des vêtements amples et des masques pour masquer son visage familier. Le registre des manuscrits indo-chinois révélait enfin son secret le plus profond.
Sous une couche de vernis protecteur, sur la dernière page, Guyet découvrit une carte invisible à l'œil nu, qui n'apparaissait qu'à la lumière d'une flamme de bougie. Le point gamma, murmura-t-elle. Ce n'est pas dans le sous-sol. C'est au-dessus de nos têtes. Elle montra la carte au professeur. Regardez ces coordonnées. Elles correspondent à la structure de la coupole centrale de la bibliothèque. Il y a un espace vide entre le dôme intérieur et la toiture extérieure. Un espace que personne n'a visité depuis un demi-siècle. C'est ingénieux, admirant. Le docteur Locke savait que les gens cherchent toujours les secrets dans les caves ou derrière les murs, mais ils oublient de lever les yeux. Mais comment y accéder? L'accès est scellé depuis les travaux de 1990. Guyet sourit pour la première fois depuis son retour. Je connais un chemin. Un conduit de ventilation désaffecté qui part de la salle des archives spéciales et qui remonte le long de la cage des escaliers. C'est étroit, poussiéreux et probablement infesté des araignées, mais c'est possible. Ils fixèrent l'opération pour le jeudi suivant, à l'heure où l'équipe de nuit effectuait sa ronde. Guyet emporta avec elle un sac à dos, une lampe frontale et bien sûr, le badge en lotus. Le professeur resterait à l'extérieur, en communication radio, pour surveiller les mouvements des gardiens. Le soir venu, Guyet s'introduisit dans la bibliothèque par une fenêtre de service qu'elle avait laissée entr'ouverte des années auparavant, une habitude des archivistes prudentes. Le bâtiment lui semblait étranger, presque hostile avec ses nouvelles technologies. Elle atteignit la salle des archives et repéra la grille de ventilation. Avec un tournevis, elle retira les vis rouillées et se glissa dans le conduit. L'air était sec et sentait le vieux métal. Elle rampa pendant ce qui lui sembla être une éternité, ses genoux et ses coudes protestant contre la dureté du métal. Enfin, elle déboucha dans un espace vaste et sombre. Elle alluma sa lampe frontale. Elle se trouvait dans les entrailles du dôme. Autour des ailes, des poutres de fer massives soutenaient la structure majestueuse de la bibliothèque. Et là, posée sur une plateforme en bois suspendue au-dessus du vide, elle vit 20 malles en cuir, marquées du sceau du docteur Locke. Guyet s'approcha avec précaution. Elle ouvrit la première malle. À l'intérieur, des centaines de feuillets de papier de riz, couverts d'une écriture fine et serrée. Elle en prit un et commença à lire. Ce n'était pas de l'histoire. C'était une chronique des futurs possibles. Le docteur Locke n'avait pas seulement étudié le temps, il avait trouvé un moyen de voir les ramifications de chaque événement majeur. Il décrivait la guerre, la paix, les avancées technologiques, mais surtout, il mettait en garde contre la manipulation de la mémoire collective. Le passé est l'encre, le futur est la voile. Si on coupe l'encre, la voile nous emmène vers l'abîme, disait le manuscrit. Soudain, un bruit de pas résonna sur le métal, loin en dessous des ailes. Une lumière de lampe torche balaya le dôme. Guyet? Tu m'entends? Murmura la voix du professeur dans la radio. Il y a un problème. La sécurité a détecté une anomalie thermique dans le dôme. Il monte. Guyet ne perdit pas une seconde. Elle ne pouvait pas emporter 20 malles. Elle chercha la plus petite, celle qui semblait contenir les conclusions du docteur. Elle la saisit et se dirigea vers le conduit de sortie. Mais alors qu'elle allait s'engager dans le tuyau, elle vit une ombre se découper contre la lumière de la salle. Un homme en uniforme de sécurité se tenait là, mais il n'avait pas l'air d'un garde ordinaire. Il était jeune, athlétique, et portait un insigne que Guyet ne reconnut pas. Mademoiselle Guyet, dit-il d'une voix calme et posée. Nous vous attendions depuis 2 ans. Veuillez reposer cette malle. Elle appartient au département de la stabilité historique. Le département de quoi? Demanda Guyet, reculant vers le bord de la plateforme. Le monde a changé durant votre absence, Guyet. Nous savons tout de la porte numéro 7. Nous savons tout du docteur Locke. Et nous ne pouvons pas laisser ces documents circuler librement. Guyet sentit le badge vibrer violemment dans sa poche. Elle comprit alors que sa disparition n'avait pas été un accident. Le système l'avait attendu.
Je ne pense pas, répondit elle.